Bienvenue sur l'Actu en tête. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'actu en tête, l'actu que nous avons en tête et qui parfois est une actualité qui nous entête. Alors comme chaque semaine, prenons le temps de s'arrêter sur un sujet d'actualité, de le regarder autrement, en observant les faits, le terrain et ce que les sciences peuvent nous aider à comprendre. Et à mes côtés, Fabrice Pastor. Bonjour Fabrice. Bonjour Didier. Tu es neuropsychologue, formateur, conférencier, auteur et tu travailles depuis de nombreuses années sur les mécanismes cognitifs, émotionnels, comportementaux. Je suis ravi de te retrouver dans l'actualité en tête. Et bien moi aussi, je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Didier, je rappelle que tu es journaliste, président de l'association Psychodon, commissaire général du Forum national de la santé mentale. Et puis, au cours de ta longue carrière, tu as interviewé des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des artistes. Tu as couvert des crises, des drames aussi. Bref. Alors, revenons à l'actualité de ces derniers jours où à Genasse, petite commune du Rhône, un homme, semble-t-il bien tranquille, de 70 ans, surprend un cambrioleur chez lui. Il tire, le cambrioleur meurt et quelques heures plus tard, cet homme, dans un premier temps interpellé, ressort libre dans le cadre de l'enquête. Les circonstances exactes devront être établies en temps voulu par la justice. Il faudra donc attendre les conclusions pour comprendre précisément que s'est-il joué cette nuit-là. Mais avant même que l'instruction avance, certains ont parlé de courage, d'autres ont parlé de dérive, et c'est là que le débat devient pour nous, on pourrait dire, intéressant. On parle d'un point de bascule. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un s'introduit chez soi? Fabrice, qu'est-ce que ça t'évoque? Déjà, il faut peut-être définir ensemble ce que c'est que le chez-soi. C'est un lieu matériel, mais c'est aussi un espace psychologique. Et quand cet espace est violé, notre cerveau va pas traiter l'événement comme s'il s'agissait d'un simple conflit. En fait, il traite ça comme une intrusion dans un territoire. Et dans cette seconde-là, on raisonne donc pas comme si on était face à un tribunal. C'est un peu différent. Parlons du droit, justement, l'article 122, alinéa 5 du Code pénal, dit qu'il y a légitime défense quand on répond à une attaque injustifiée par une riposte nécessaire et proportionnée. Alors, le mot qui peut interroger, c'est proportionné, parce que la proportionnalité sera évaluée après coup par un magistrat avec des éléments objectifs et c'est lui qui agit, lui qui n'a pas ce recul et qui va pouvoir poser un jugement. Alors, je te pose la question d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut vraiment exiger d'une personne réveillée en pleine nuit d'avoir le même discernement qu'un juge assis dans son fauteuil et qui examine le dossier plusieurs mois plus tard au regard de la loi et de la jurisprudence? Alors, exiger d'une personne réveillée en pleine nuit, non, mais on peut déjà exiger une règle collective, sinon il y a plus de cadre commun. On ne peut pas ignorer que lorsqu'il y a un stress, très aigu, en l'occurrence ici, lorsqu'un cambrioleur pénètre chez soi, notre perception du contexte va changer. Ce qui se passe en fait, c'est que la tension se resserre et l'événement menaçant prend toute la place. Le temps se modifie, on a l'impression qu'il se modifie et l'évaluation fine des conséquences de nos potentiels actes devient de plus en plus difficile. Alors ça supprime pas le contrôle, mais ça le rend plus fragile et plus dépendant du contexte et évidemment, ce qui joue aussi, c'est l'histoire de la personne. Est-ce qu'on peut se dire qu'il existe un décalage quasi structurel en ce que la loi attend ou entend et ce que le cerveau vit dans l'instant? Et là, on entre dans une perception moins confortable. Si la peur amplifie la menace perçue, si le jugement se modifie sous pression, est-ce qu'on accepte qu'une personne puisse aller plus loin, peut-être trop loin, parce qu'elle a eu peur? On accepte surtout que la situation soit plus complexe. La légitime défense, c'est pas un résumé polarisé entre il s'est protégé ou alors il a dépassé les bornes. Il y a la question de la nécessité immédiate, celle de la proportionnalité, celle du contrôle. Et derrière tout ça, il y a la frontière entre la protection mais aussi la vengeance. On va y revenir. Cette frontière qui va devenir floue quand les cambriolages se répètent ou quand, il y a un sentiment d'abandon qui, on va dire, s'installe petit à petit. Je l'ai vu en présentant la roue des émotions sur une grande radio, que la peur est une émotion légitime. Il vaut mieux avoir peur face à un lion et reculer, ou alors s'armer pour l'abattre. C'est deux postures différentes.
Et si on repart du côté de l'actualité, on peut regarder le cas du pizzaiolo dans les Alpes-Maritimes, qui, après plusieurs cambriolages, avait décidé de traquer ceux qu'il estimait responsables. Là, on parle plus d'une réaction instantanée en quelques secondes, on parle d'une accumulation, d'une décision construite. À partir de quand on sort de la défense, voire de la légitime défense, pour aller vers un autre mécanisme de réaction. Parlons de la proportionnalité, parce que la proportionnalité ne peut pas rester une notion abstraite. Si l'article 122 alinéa 5 du Code pénal pose un cadre précis, il faut une attaque injustifiée, une riposte nécessaire, et cette riposte doit être donc proportionnée. Mais ce critère-là, il faut l'examiner après coup, à froid, sur la base d'éléments matériels, de trajectoire, donc de tir, de perspective et d'expertise. Celui qui agit, lui, ne dispose pas de ce recul. Alors, clairement, Fabrice, est-ce que la proportionnalité est un critère réaliste dans une situation de menace perçue comme imminente ou comme un danger caractérisé comme étant imminent? Alors, elle est réaliste juridiquement, mais psychologiquement, elle est beaucoup moins stable. Et finalement, c'est cette tension qui crée le débat général, le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Quand une personne se sent menacée physiquement, son système nerveux autonome s'active très très vite. La fréquence cardiaque, augmente, la vigilance, va évidemment monter aussi et l'attention, je l'ai dit, se focalise sur la source du danger. C'est un phénomène qui s'accompagne souvent d'un rétrécissement du champ de notre attention. On appelle ça parfois d'ailleurs le tunnel attentionnel. Sous stress aigu, la prise de décision devient, plus rapide et plus centrée sur l'action immédiate. C'est l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec, le fait de se faire attaquer par un tigre. Si, on entend un bruit, dans un fourré, on va pas commencer à réfléchir, à se dire: «Attends, c'est quoi?» Voilà, on va tout de suite, notre système de peur va s'activer et on va dire: «Attention, c'est peut-être un animal dangereux», stress aigu et hop, éventuellement, je vais soit me mettre en position de combat, soit en position de fuite. Donc sous stress aigu, la prise de décision devient plus rapide et va être beaucoup plus centrée sur l'action immédiate plutôt que sur l'évaluation comparative de différentes potentielles options. Ça pose un problème parce que la loi ne juge pas une impression de danger, elle juge un danger objectivable. Alors comment est-ce qu'on peut distinguer une riposte proportionnée d'une riposte excessive quand tout repose sur la perception d'un instant, en fait? Le droit cherche des éléments concrets. Par exemple, la nature de l'agression. Est-ce qu'il y avait une arme? Est-ce qu'il y avait une possibilité de fuite? Elle va aussi regarder le nombre de tirs qu'il y a eu, éventuellement, la distance aussi. Ça, ce sont des critères matériels. D'un point de vue un peu plus psychologique, on peut analyser aussi la séquence temporelle, la temporalité. Par exemple, est-ce que l'action a été simultanée à la menace ou est-ce qu'elle a été différée? C'est là où on va voir après qu'on peut éventuellement parler de vengeance. Est-ce qu'il y a eu, escalade ou est-ce qu'il y a eu, stabilisation après le premier geste considéré comme défensif? Mais bon, il n'y a pas de seuil neurobiologique, qui dirait à partir de ce moment-là, la personne n'est plus en contrôle. Le contrôle, c'est pas un interrupteur on-off. Et puis j'imagine que les juges vont regarder également la typologie de l'arme. C'est pas tout à fait la même chose que d'être en légitime défense avec un fusil de chasse, par exemple, que, avec un pistolet ou ou une 22, qu'on peut trouver, dans certaines situations de crime. C'est pas la même posture, c'est pas la même personne, c'est pas la même histoire, parce que cela signifie qu'une personne, pour revenir précisément à notre sujet, peut penser qu'elle n'avait pas d'autre choix, alors que le magistrat, lui, pourra estimer qu'il existait une alternative. Oui et justement, je reviens un peu sur cette perception temporelle. Il y a des travaux psychologiques qui ont montré que lors d'événements, qui sont dangereux, qui sont perçus comme dangereux, les personnes rapportent une impression de ralentissement du temps. Des participants qui étaient exposés à des situations de stress intense racontent un vécu en fait où les événements semblent se dérouler plus lentement. C'est une reconstruction un peu subjective. Ce qui fait qu'une personne peut avoir le sentiment d'avoir réfléchi longtemps alors que dans la réalité, l'enchaînement des actes, des faits, l'enchaînement objectif n'a duré que quelques secondes. Ce qui nous permet de poursuivre notre échange complexe sur la question de la proportionnalité, parce que celui qui agit peut affirmer avoir évalué une situation, alors que, en fait, tout s'est joué tellement vite, peut-être trop vite, que l'évaluation n'a pas pu se faire de façon proportionnée
et ou objective. Et en plus, la peur tend à augmenter l'estimation de la gravité d'un risque. En situation anxiogène, les personnes évaluent les menaces comme plus imminentes et plus dangereuses qu'en conditions plutôt neutres. Bon, cette tendance varie selon l'expérience et l'entraînement, et aussi l'histoire. Donc, cambrioleur non armé peut être tout à fait perçu comme une menace létale imminente, surtout si la personne imagine des scénarios catastrophes en une fraction de seconde. On voit bien le problème, hein. Si on accepte cette situation, sans réserve, j'allais dire même sur le plan psychologique, on fragilise l'idée même de limite. On ne l'accepte pas sans réserve, on l'explique. Et expliquer, ça ne veut pas dire justifier. La règle collective reste indispensable parce qu'elle protège l'ensemble des citoyens, y compris celui qui est suspecté, évidemment. Sans cadre, chacun devient l'arbitre de sa propre violence. Mais bon, ignorer tous ces mécanismes du stress reviendrait finalement à juger comme si l'action s'était produite dans un environnement tout à fait neutre, ce qui, dans les faits, et en l'occurrence dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, est inexact. En fait, on se retrouve, sur 2 niveaux qui ne coïncident pas, un niveau, juridique qui fixe une norme stable et un niveau humain où la perception peut déformer la réalité et celui qui se retrouve, au centre, c'est le citoyen, c'est le justiciable. Du coup, est-ce qu'on ne demande pas à un citoyen ordinaire d'avoir en pleine nuit le discernement d'un professionnel formé aux situations d'intervention et d'urgence? Alors c'est une bonne question parce que ces professionnels sont justement formés à ce type de situation, notamment sur la gestion de l'agressivité et de la violence. Ils apprennent notamment à structurer la réponse, à verbaliser et éventuellement évaluer. Mais comme tu l'as dit, un citoyen n'a pas cet entraînement. Son cerveau, son habitude fonctionne avec ses ressources habituelles. Alors ça ne l'exonère évidemment pas de la loi, mais ça rappelle justement que la proportionnalité dans la réalité est une exigence posée sur un moment quoi, qui est saturé d'adrénaline. Cette seconde-là, tout peut, basculer parce qu'au fond, la question qu'on commence à voir émerger, c'est celle-ci: celui qui tire agit-il encore dans une logique de défense mesurée ou entre-t-il dans un mécanisme psychologique ou une dynamique avec la peur qui décide à sa place? Et c'est précisément ça, cette frontière que la justice doit questionner, examiner. Protection ou vengeance, on vient de parler de la seconde où tout se joue, peut-être hors de soi, mais il existe une autre configuration beaucoup moins instantanée, beaucoup plus dérangeante, quand les cambriolages se répètent, quand la plainte ne change rien, quand la peur s'installe dans la durée. On parle alors d'un climat de peur. À partir de quand sortons de la protection pour entrer dans la vengeance? C'est tout autre chose, Fabrice. La différence tient en grande partie à la temporalité et à l'intention. La protection a pour objectif, évidemment, de stopper une menace en cours. La vengeance vise plutôt à rétablir un équilibre ressenti comme cassé, mais souvent après coup. En fait, psychologiquement, la vengeance s'appuie sur la rumination. La personne revisite l'événement, elle anticipe un nouveau passage à l'acte de l'autre, elle imagine des scénarios. Là, on n'est plus dans la réaction à une attaque immédiate, mais dans une construction mentale qui peut, parfois, dans certains cas, s'étaler dans le temps. Et ce qui pose problème, sur le plan juridique évidemment, mais aussi de manière plus générale, dans le cas du pizzaiolo dans les Alpes-Maritimes où les délits, les cambriolages avaient été répétitifs, c'est ça, c'est que ces cambriolages répétés peuvent amener la personne à ressentir un sentiment, d'abandon et où ce qui paraît évident, c'est la décision de se faire justice soi-même. On peut comprendre le mécanisme psychologique, mais c'est pas pour autant que c'est une norme. Un cambriolage, c'est quelque chose qui est bien documenté. On a une perte du sentiment de sécurité, une hypervigilance, des difficultés à dormir, et l'impression que notre espace personnel n'est plus protégé. Bon. D'ailleurs, il y a certaines études en victimologie qui montrent que l'impact subjectif dépasse souvent la perte matérielle. En gros, c'est encore plus puissant et fort psychologiquement que des fois les petites choses qui ont pu être volées à son domicile. Parce que le domicile, c'est un territoire, psychique et lorsque ce territoire est violé, justement, c'est le mot,
La confiance de base dans notre environnement est touchée. Il y a même des gens qui déménagent après un cambriolage. Alors certes, toutes les victimes, évidemment, ne développent pas le même niveau d'insécurité ou de colère, et c'est aussi la répétition qui peut alimenter un état, émotionnel qui va durer dans le temps et qui modifie la perception du risque ou la potentielle tolérance à l'incertitude. C'est peut-être aussi ce qui s'est passé à Genasse, où on a entendu des témoins dire que les cambriolages dans le quartier étaient récurrents. Donc le climat s'installe, la peur prend le dessus et peut-être que le passage à l'acte n'est plus mesuré et on tire. Mais j'insiste, à partir du moment où il y a une organisation, préparation, attente, on n'est plus dans la défense, on est dans une logique d'anticipation punitive et c'est tout à fait autre chose. Cette logique traduit une perte de confiance beaucoup plus large en sa police, en l'État. Qu'en penses-tu, Fabrice? Est-ce que c'est pas beaucoup plus large que la légitime défense du fait divers? Quand les institutions, sont perçues comme inefficaces, le sentiment d'impuissance, peut, se transformer en volonté d'agir soi-même, de se faire justice soi-même. Mais bon, cette bascule a quand même un coût pour la collectivité, un coût collectif. Le monopole de la violence légitime, il appartient à «l'État», entre guillemets. C'est un peu le fondement de nos sociétés démocratiques, parce que si chacun décide de sa propre réponse, on quitte, le terrain du droit pour entrer dans celui de l'arbitraire. Donc, nous défendons la règle commune, même si, évidemment, elle peut frustrer certaines victimes. Nous défendons le cadre, parce que sans cadre partagé, là, la violence, elle va être cumulative. Si, je reconnais, tu le disais tout à l'heure, la zone grise, là, ça peut être le cas. Donc il est psychologiquement difficile de demander à quelqu'un qui a subi plusieurs intrusions d'attendre indéfiniment que la situation se règle. La frontière entre la défense et la vengeance peut se déplacer aussi quand la peur va devenir chronique. Pour là, on change d'échelle. On parle plus seulement d'un geste, on parle d'un climat social. La question qui traverse chacun d'entre nous, c'est celui qui tire. Est-il encore sous son propre contrôle? A-t-il encore le contrôle de lui-même? Le contrôle de lui-même peut se rigidifier, peut devenir plus orienté vers l'action plutôt que vers l'analyse. Tu sais, il y a ce qu'on appelle la sidération. Certaines personnes, lorsqu'elles sont face à une menace, peuvent rester, à contrario, totalement immobiles, incapables d'agir, alors qu'on l'a vu, d'autres peuvent passer à l'acte très vite. Ce qui complique l'idée d'un standard unique de proportionnalité que nous avions tout à l'heure. Oui, le droit vise une norme commune. Par contre, la psychologie voit toujours une diversité de réponses. C'est le paradoxe. Agir sous stress, ça ne veut pas dire agir sans conscience. Beaucoup de décisions restent intentionnelles, même lorsqu'elles sont rapides. L'activation physiologique n'efface donc pas la responsabilité. Donc, si quelqu'un tire plusieurs fois, on peut considérer que chaque tir engage une décision. Ah ben voilà, donc c'est une autre question et c'est précisément ce que la justice regarde, c'est la séquence. Le premier geste, pourrait éventuellement être perçu comme défensif, ça c'est à voir. Par contre, les suivants sont, plus souvent interprétés différemment, selon évidemment les éléments matériels. Donc la continuité ou l'arrêt de l'action va, dans certains cas, devenir un indicateur très important. Puis il y a un élément dont on ne peut faire l'abstraction, c'est l'arme elle-même. On parle ici d'armes civiles. La France, c'est pas les États-Unis. Il y a un cadre légal strict. La détention d'une arme est encadrée. La culture des armes est très différente. Nous ne sommes pas dans un pays où chacun porte une arme à la ceinture, mais dans l'imaginaire collectif, l'arme reste associée à l'idée de protection, de défense, comme si le fait d'en posséder une garantissait une forme de contrôle sur la situation. Oui, alors là, on commence à rentrer dans le débat du port d'armes, Didier, c'est un grand débat. Cette représentation est intéressante parce qu'elle se base sur, une illusion de maîtrise, on va dire. L'arme donne un sentiment de pouvoir d'agir, un sentiment un petit peu de supériorité. Mais la présence d'une arme modifie aussi la dynamique de l'interaction. La simple présence d'une arme peut augmenter l'activation agressive, l'agressivité et aussi la perception de la menace. Dans certaines expériences d'ailleurs qui ont été faites, des participants qui étaient exposés à la présence visible d'une arme interprétaient plus facilement une situation présentée devant eux comme étant hostile et donc réagissaient plus intensément. Donc l'arme peut influencer non seulement la capacité d'agir, mais aussi la manière dont la menace est perçue. L'arme ne change pas seulement la puissance de la riposte, elle peut aussi en modifier la lecture face à une situation. Est-ce que posséder une arme augmente la sécurité ou est-ce que ça augmente le risque?
Ah voilà, ça dépend du contexte, ça dépend de l'entraînement, des conditions, de la pédagogie, de plein de choses. Une arme, peut dissuader, certes, éventuellement, ça peut faire tout à fait débat de dire ça, mais ça peut aussi faciliter l'escalade. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'elle introduit un seuil qui est, lui, irréversible. À partir du moment où le tir part, là, on revient pas en arrière. En tout cas, on l'a bien senti en trame de fond, il y a toute cette différence culturelle entre, les États-Unis où le port d'armes est quasiment, partagé comme un sentiment de droit par la population et où en France, il est particulièrement encadré et non partagé comme un sentiment individuel et remis aux forces de l'ordre. Pour ce qui est de notre fil rouge, on demande à une personne plongée, on l'a dit, dans une situation extrême de calibrer sa réponse et cette réponse, elle implique, une marge d'erreur qui peut devenir dramatique. On l'a bien évoqué, c'est une question qui peut rester entière. Ah oui, à cause de l'arme à feu. Alors voilà, est-ce que l'arme protège celui qui la détient? Est-ce qu'elle, transforme une seconde de panique en point de non-retour? Voilà, c'est là qu'il faut y réfléchir collectivement. On a parlé de droit, on a parlé de peur, on a parlé du climat. Au fond, on revient toujours à cette observation, hein, une porte qui s'ouvre dans la nuit, un bruit, une silhouette et une décision qui part en quelques secondes. La justice, elle, on l'a dit, va travailler dans le long terme, dans le dossier, regarder les faits, les expertises, la séquence, le type d'arme, le contexte. Elle va poser une question froide. Est-ce que la riposte était nécessaire et proportionnée? Mais l'acte, lui, a eu lieu, on l'a dit, dans une seconde saturée d'émotions, de peur et sous l'emprise du stress. Et c'est pour ça que le débat est sensible. C'est pour ça que le débat est sensible, c'est que d'une part, il y a une règle commune qui protège la société dans son ensemble et qui fixe une limite à la violence individuelle et d'autre part, il y a l'expérience de l'humain, il y a l'expérience du danger qui modifie l'attention, la perception du temps et l'évaluation du risque. On pourrait chercher une réponse confortable et ce serait politiquement très correct. La réalité est moins tranchée parce que si on accepte que la peur décide tout, on ouvre alors la porte grande à l'arbitraire. Et si on exige un sang-froid parfait dans la pire seconde d'une vie, on demande quelque chose à un individu qui est une réaction extrêmement, voire exclusivement théorique. Voilà, est-ce qu'on peut exiger, de la proportionnalité dans la pire seconde de sa vie? Bon, c'est une question qui, engage notre rapport collectif à des notions comme la sécurité, comme la confiance dans nos institutions, des questions sur l'idée, que la justice, ne peut-elle finalement être rendue par celui qui tient l'arme? Grande question donc. Il me vient une réflexion, c'est la question du moi. On entend souvent dire: «Mais j'étais hors de moi». Est-ce que tu pourrais nous dire d'un point de vue, psychologique ce qu'est le moi? J'aimerais bien qu'on l'apprenne, et qu'on se quitte avec ça et savoir si cette expression d'être hors de moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le moi? Alors, si tu me lances sur le débat du moi, on va partir sur des notions psychanalytiques sur lesquelles je n'ai hélas plus trop la main, vu que mes études sont anciennes. Mais je dirais que la question du moi, c'est quelque chose qui est mouvant dans le temps. Donc, ça dépend du contexte, je dirais. C'est-à-dire que le moi de la seconde de celui qui tire et le moi de celui qui est face au juge, c'est pas le même moi? Si, si, ça reste le même moi, mais comme on l'a vu ensemble sur ce long débat qu'on a eu sur la légitime défense, il y a plein de critères qui permettent éventuellement de différencier le contexte de la personne. Donc voilà. Nous nous retrouverons, la semaine prochaine, Fabrice, pour un autre numéro d'Actu en tête. Merci de nous avoir apporté tes éclairages. À bientôt. Merci Didier, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, bonne semaine à toutes et à tous.